Patience d'écouter Karine Jacquemart, eh bien, je vais tout de suite lui donner la parole en la présentant, hein, puisque j'ai le petit mémo sous les yeux, évidemment. Hein. Alors, Foodwatch, c'est une organisation non gouvernementale, une ONG, comme on dit, hein, à but, bien sûr, non lucratif, qui se bat pour une alimentation saine et abordable pour toutes et pour tous. On est déjà dans notre programme, quoi. On est fait pour s'entendre. Et puis, cette structure porte sur le débat public des sujets liés à l'alimentation, bien sûr, afin notamment qu'ils apparaissent à l'agenda politique, puisque sans les ONG, on ne serait pas grand-chose. C'est eux qui titillent les politiques et qui les font bouger. Vous nous raconterez comment. Vous avez donné une excellente interview dans Ouest France, que je remercie aussi. Décidément, ce soir, je vais remercier tout le monde. Hein. On a vu qu'il y avait des résultats, quoi. Et alors, donc, vous êtes directrice générale de l'ONG Foodwatch France, je l'ai dit. Vous êtes engagée pour défendre la justice sociale et environnementale. C'est ce qu'on m'a indiqué, et je n'en doute pas. Notamment au sujet de l'alimentation et de la sécurité alimentaire. Vous dirigez par ailleurs des projets internationaux dans le secteur associatif depuis près de 20 ans. Prenez votre micro, on vous écoute. Merci beaucoup, merci à vous. Merci pour votre invitation, merci à tous d'être là avec intérêt pour ce sujet. Alors effectivement, moi je dirige et je développe une petite équipe. En fait, on est 7 en France de Foodwatch. Qui est une association 100% indépendante. Et on n'est pas que en France, on est aussi à l'échelle européenne. Donc aussi en Allemagne, ça a été créé en 2002 en Allemagne. En France, on est depuis 2014. Et aussi aux Pays-Bas, en Autriche, à Bruxelles. Alors pourquoi ? Parce que moi, je suis convaincu qu'il faut une conjonction des actions au niveau local et au niveau plus global. Et en l'occurrence, 90% de la réglementation qui porte sur l'alimentation se passe au niveau européen. Donc on s'est rendu compte que si on voulait avoir une influence au niveau juridique, au niveau de la loi, au niveau de comment la loi est faite et mise en œuvre, il fallait absolument être aussi au niveau européen, aussi au niveau national, aussi au niveau local. Et c'est pour ça qu'une rencontre comme celle d'aujourd'hui est particulièrement intéressante, parce qu'en fait, on a tous un rôle à jouer, on a tous des rôles à jouer en tant que citoyen, en tant que consommateur, en tant qu'habitant de sa région, et pour se mobiliser aussi tous ensemble pour les actions, par exemple, que je vais vous présenter de Foodwatch, puisque nous sommes ni plus ni moins un contre-pouvoir citoyen. Dans contre-pouvoir, il y a contre et pouvoir. Contre le pouvoir d'une industrie agroalimentaire qui ne fait pas que des choses mal, mais qui quand même a un certain nombre de dérives dont on va parler, et pouvoir aussi des responsables politiques. Nous, on vise plutôt le niveau national et européen pour renforcer les réglementations et leur mise en œuvre de façon à mieux protéger le droit des citoyens, des consommateurs et protection de la planète, parce qu'on l'a bien compris, tout ça doit marcher ensemble. Alors c'est ambitieux, mais je pense que c'est ça en tout cas, si vous voulez, l'intention. Et on va regarder maintenant plus en détail comment on peut faire ça et sur quoi en particulier on se mobilise, et vous pouvez vous mobiliser aussi. Par exemple, aujourd'hui, il y a 310 000 personnes, un peu plus, qui suivent les actions de Foodwatch. Et je peux vous assurer que quand je vais à un ministère ou rencontrer un responsable de l'industrie agroalimentaire, Karine Jacquemart, ça les intéresse beaucoup, mais en fait non. Ce qu'ils regardent, c'est combien on est à vouloir que le système change et à faire les demandes de changement dont on va parler maintenant. Donc c'est pour ça que c'est important de se serrer les coudes et d'agir ensemble. Alors j'ai une zapette, on va faire comme ça. Est-ce que quelqu'un veut bien, Quentin ou quelqu'un veut bien me faire des grands signes au bout de 10 minutes, parce que moi je suis capable de parler toute la soirée et de ne pas avoir vu le temps passer. Merci Quentin, vous êtes là. Alors je suis le maître du temps. Merci beaucoup. Pareil qu'on est deux en France. Et donc vous avez la parole pendant 15 minutes. Voilà. Et on se donne, après vos 15 minutes d'intervention, 10 minutes d'intervention de la salle. Et puis pour les questions qui n'auraient pas été posées, en fin de réunion, on aura la libre parole de tous ceux qui veulent prendre la parole. Donc, je vais vous dire, vous avez commencé à 18h20. Donc, à 18h35, je vous ferai un petit signe, coucou. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc, alimentation, santé, environnement, c'est ce que je viens de vous dire. Je crois que c'est essentiel qu'on se rappelle que c'est absolument lié, et que si on regarde un des aspects
de toutes ces thématiques sans prendre en compte les autres, ben, on ira dans le mur, quoi. Et la crise sanitaire vient de nous montrer encore à quel point la santé, c'est lié aussi à l'environnement dans lequel on est. Et la santé environnementale. Et bien sûr, l'alimentation en est une composante essentielle pour qu'on soit plus résilient aussi, ce qui aujourd'hui, on l'a compris, est très important. Donc je vous le disais, on est indépendant. Alors c'est important parce que c'est vrai aussi financièrement, ça donne en fait beaucoup de moyens d'agir. En l'occurrence, on refuse toute subvention publique ou don d'entreprise qui pourrait présenter des conflits d'intérêts. Voilà, c'est un choix, mais ça permet de poser les lignes aussi et de dire, bah, nous, on est non lucratif et on est là pour défendre l'intérêt général. Et la question ne se pose même pas, puisqu'il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à d'où viennent les fonds. Moi, ce qui le matin continue à me motiver, ça fait 6 ans là, que je suis à Foodwatch, mais j'ai exactement la même motivation. Et en fait, plus j'en découvre, plus je suis déterminée. C'est particulièrement l'impact de l'alimentation sur la santé. Je vais aussi vous parler de transparence. On est malheureusement dans un système dans lequel il y a beaucoup d'absence de transparence. En fait, on est un peu dans un règne de la désinformation, notamment dans les supermarchés. Encore une fois, je ne suis pas du tout là pour caricaturer. Je ne dis pas que tout va mal, que tout est à jeter. Mais nous, on est là pour mettre le doigt sur ce qui nous paraît inacceptable et qu'on doit améliorer. Et le marketing, par exemple, qui induit les consommateurs en erreur, c'est censé être interdit par la réglementation européenne. Pourtant, on épingle dans notre campagne Arnaque sur l'étiquette très régulièrement des exemples flagrants, comme des mayonnaises soi-disant allégées qui ne le sont pas du tout, ou le faux Made in France qu'on a dénoncé encore récemment pour vous faire acheter des produits plus chers avec un drapeau tricolore, alors que les produits ne sont absolument pas français. Donc ça, on ne veut pas laisser faire. Mais surtout, je vous le disais, c'est l'impact de l'alimentation sur la santé. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont tout à fait évitables et auxquelles pourtant on est confronté quand on achète des produits alimentaires en France et en Europe. Alors on a l'aspect nutritionnel, ça se passe en 2 composantes, cet impact de l'alimentation santé. Il y a l'aspect nutritionnel, trop de sucre, trop de gras, trop de sel. Et notamment, on a quand même 1 enfant sur 6 en France aujourd'hui qui est en surpoids ou obèse. C'est 1 adolescent sur 5. Moi, quand j'ai lu ces chiffres, j'en revenais pas, quoi, tout simplement. Pourtant, c'est la réalité. Et c'est pas une fatalité. Hein. Donc la question, c'est comment on fait pour les protéger et changer tout ça. Il y a 2 choses très concrètes, parce qu'on peut parler des choses en général, mais comme on est petit, on essaie d'être pragmatique aussi, et du coup de s'attacher à des choses très concrètes qui ne résoudront pas tout, mais peuvent déjà faire une différence. Donc on se bat en fait pour qu'il y ait ce logo nutritionnel, le Nutri-Score, dont vous avez probablement entendu parler et que vous voyez sur certains produits en France, qui deviennent obligatoires en Europe. Aujourd'hui, il n'est pas obligatoire, il n'est que volontaire, parce qu'il faut une réglementation européenne pour le rendre obligatoire. Et donc on se bat pour ça, et il y a des bonnes nouvelles, il y a des avancées, il est possible que ce soit le cas dans quelques mois, en tout cas on ne va pas lâcher, et d'ailleurs on sera à Bruxelles la semaine prochaine, on va continuer à en parler là-bas. Ça c'est important, mais il y a aussi autre chose, c'est que les enfants, en fait l'Organisation mondiale de la santé dit qu'une des façons les plus efficaces déjà de protéger un peu mieux les enfants de l'exposition à la malbouffe en fait, et aux produits qui sont trop gras, trop sucrés, trop salés, c'est de les protéger du matraquage publicitaire. Et pas seulement à la télé, aussi sur Internet, aussi avec les influenceurs qui, l'air de rien, parlent d'un sujet avec un coca à la main, etc., etc. Donc ça fait plusieurs années, et notamment à travers Egalim, qu'on a poussé pour qu'il y ait que ce soit adopté dans une loi en France, l'interdiction de la publicité et du marketing qui cible les enfants pour les produits trop sucrés, trop gras, trop salés. Ce n'est pas des demandes folles, hein. On ne demande pas l'interdiction de toute la publicité pour l'alimentation, pas du tout. Mais pour ces produits-là, et qui ciblent les enfants. Et ça, du coup, ça devrait vraiment être fait parce que c'est une question de santé publique. Et le coût social est très cher, en fait. Le ministère de l'économie estime à 20 milliards d'euros le coût de la surcharge pondérale en France par an. Ça veut dire que certaines entreprises de l'agroalimentaire composent leurs produits de façon, par exemple, trop sucrée, font du marketing intempestif pour cibler les enfants, pour en vendre un maximum. Et derrière, le coût, si vous voulez, de prendre en charge au niveau de la santé, les problèmes que ça augure, ben, il revient à vous, quoi, aux citoyens et aux gens qui payent leurs impôts. Donc à un moment donné, il faut dire ben, non, en fait, il faut mettre des règles et arrêter de simplement s'appuyer sur la soi-disant responsabilité des entreprises. C'est aux décideurs politiques de mettre des règles pour protéger la santé de nos enfants. Donc ça, on ne va pas lâcher, ça a été proposé dans plusieurs lois. Il y a de plus en plus de députés qui soutiennent cette demande et j'espère que ça finira par être adopté, je n'en doute pas, même si malheureusement le gouvernement l'a bloqué pour le moment plusieurs fois pour ne surtout pas mettre de contraintes aux entreprises, ce qui est une politique qui me paraît être contraire à l'intérêt général.
Le deuxième aspect, je vais accélérer un peu après, c'était très important de s'arrêter là-dessus, c'est aussi que malheureusement aujourd'hui, quand on achète un produit alimentaire, la réglementation européenne, elle exige, c'est très clair dans la réglementation de 2002, elle exige qu'on ne peut pas commercialiser un produit potentiellement dangereux pour la santé à court terme ou même à long terme. Eh bien ça n'est pas suffisamment respecté, et même pas dans la loi en fait. Et on se retrouve régulièrement, en tout cas on peut se retrouver, c'est un risque, et le risque est suffisant pour nous pour agir, le risque de se retrouver avec des substances potentiellement dangereuses pour la santé dans notre assiette, sans en être informé et sans en être protégé. Par exemple, c'est les additifs. On s'est battu pour faire interdire un additif dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le E171, le dioxyde de titane. Malheureusement, il est encore autorisé dans les médicaments, le dentifrice et tout ça, mais c'est un nanomatériau. Donc il y a des études scientifiques qui pointent les risques de cette substance et qui ne servent pas à grand-chose parce que ça sert essentiellement à blanchir. Eh bien, on a réussi à le faire interdire avec d'autres associations en France en 2020. Et là, on attend l'annonce, normalement, fin octobre, début novembre, au niveau européen, de son interdiction dans toute l'Europe. C'est une bonne nouvelle, mais quand même, il y a 338 additifs autorisés en Europe, 48 dans le bio. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, il faut qu'on continue à pousser pour dire, mais en fait, la réglementation, il faut qu'elle change pour éliminer tout ce qui peut être éliminé, qu'on retrouve dans les produits alimentaires industrialisés et qui finalement posent un risque pour la santé. Donc maintenant, on se bat. Vous en avez probablement entendu parler. On a une pétition en cours avec notre partenaire Yuka et la Ligue contre le cancer. On se bat pour faire interdire les additifs à base de nitrite et de nitrate, pour lesquels il y a vraiment des études très crédibles, très poussées, qui montrent les risques cancérogènes. On peut en reparler après si vous voulez. C'est en cours et le combat est âpre parce que le lobby de la charcuterie joue un petit peu en double jeu en vendant d'un côté des produits sans nitrite, mais en faisant tout ce qu'ils peuvent pour bloquer un projet de loi qui permettrait l'interdiction de ces additifs. Et là encore, nous, on ne se pose absolument pas contre, si vous voulez, ni l'industrie de la charcuterie, ni personne, simplement pour une question de santé publique. Ça prend le temps que ça prend. On veut bien avoir un plan d'action sur plusieurs années, mais on voudrait qu'il y ait un engagement pour en sortir, parce qu'il faudrait que la santé redevienne la priorité, surtout quand c'est possible. Or là, les fabricants ont clairement des alternatives, puisqu'ils vendent déjà des produits sans nitrite. Voilà, il y a aussi les huiles minérales, les résidus de pesticides. Là, on va revenir sur le débat du glyphosate. Pareil, si vous voulez en parler, on peut revenir. Mais l'autorisation en Europe du glyphosate, ça avait été renouvelé pour 5 ans, après d'âpres débats en 2017. Donc ça va jusqu'à fin 2022. Bien là, les débats recommencent. Donc on va aussi agir là-dessus pour peser au maximum, pour essayer de faire en sorte que cette autorisation du glyphosate en Europe, cette fois, ne soit pas renouvelée. Le bras de fer, le David contre Goliath avec Monsanto et leur lobby, continue de plus belle, mais on ne lâchera pas. Voilà. Le manque de transparence, j'en ai parlé. Détox ou Intox, c'était une de nos campagnes, exemple de cette campagne arnaque sur l'étiquette. On essaie de mettre un peu d'humour dans tout ça aussi pour faire avancer les choses et ne pas être que sur le côté négatif. Mais on a aussi du coup publié les résultats d'une grosse enquête de Ingrid, qui est la directrice de l'information à Foodwatch. Donc vous voyez la photo ici, qu'on a publiée sous forme d'un livre en mars. Donc c'est le premier livre de Foodwatch France. Donc on était assez fiers, mais surtout on était contents de publier les résultats de cette enquête parce qu'elle porte sur les fraudes alimentaires. Et là encore, on a vu une valeur ajoutée du rôle qu'on pouvait jouer, parce que ces fraudes qui prennent de plus en plus d'ampleur, il n'y a pas grand monde qui en parle. Et notamment, là aussi, il y a beaucoup d'opacité. Et les autorités de contrôle en France font beaucoup de travail sur ce sujet, mais ça reste très opaque. Et donc, on a lancé une pétition pour demander aux autorités de publier les résultats des contrôles qu'ils font. Parce qu'on part du principe que plus il y a de transparence, plus on peut redonner de la confiance aux consommateurs et aux citoyens. Et qu'au contraire, moins il y a de transparence et plus il y a de raisons de s'inquiéter. Donc on espère que cette demande de transparence aboutira. Voilà, donc arnaque sur l'étiquette, les fraudes et les scandales alimentaires, le scandale de l'oxyde d'éthylène et les graines de sésame pendant tout cet été. Foodwatch se battait aussi là-dessus. Et c'est des choses que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu. C'est-à-dire que pourquoi on a besoin de se battre et de faire tout ce travail d'experts et avec des experts, c'est les résidus de pesticides, c'est pas étiqueté sur les produits. Les additifs, ils le sont, mais là, on veut faire changer la réglementation. Mais il y a un tas de choses pour lesquelles, malheureusement, même un consommateur averti n'a pas accès à l'information. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de se mobiliser pour avoir plus d'informations, être moins tenu à l'écart, quelque part, et faire changer la réglementation.
Je vous l'ai dit, on a un partenariat avec Yuka, cette application. Qui connaît Yuka ici? Voilà, il y a beaucoup d'utilisateurs, hein, des millions d'utilisateurs en France et dans d'autres pays. Et Julie, qui est une amie, hein, qui est la fondatrice de Yuka, sait que je dis ça. Mais en fait, nous, on se bat pour qu'on n'ait pas besoin de Yuka. Yuka, ils sont super utiles aujourd'hui, justement parce qu'il n'y a pas un accès normal à l'information que tout le monde devrait avoir au premier coup d'œil sur un produit. Mais c'est pas normal, quand on va acheter des céréales pour ses enfants dans un supermarché, d'avoir besoin d'avoir un smartphone. Est-ce que tout le monde déjà peut avoir un smartphone et une application pour scanner un produit en se posant la question, en fait, de se dire lequel est le moins dangereux pour mes enfants au regard de sa qualité nutritionnelle, la présence d'additifs et s'il est bio ou pas. C'est pas normal en fait, c'est pas une fatalité et donc c'est important de prendre du recul et de dire mais en France, en Europe, en 2021, on ne devrait pas du tout en être là et donc on est en droit d'exiger de l'industrie agroalimentaire et des responsables politiques de faire en sorte que ça va quoi, on est en France, quand on va s'acheter un produit alimentaire, on devrait juste se sentir en sécurité et ne pas avoir à se poser de questions. Donc c'est ça qu'on essaye de faire bouger, y compris en se battant contre les lobbies. Votre temps est presque écoulé, mais on va vous redonner 3 minutes. C'est gentil parce que j'étais en train de zapper ça. Mais vraiment, je veux laisser de l'espace à l'échange, donc je vais aller très vite. Tout ça, ça veut dire, j'ai un peu mentionné David contre Goliath, les lobbies. Bon, je ne veux pas faire une caricature, encore une fois, hein, il n'y a pas que des gentils, que des méchants. Néanmoins, il y a d'immenses enjeux financiers, vous le savez, dans l'industrie agroalimentaire, en France et en Europe notamment, et ailleurs. Et quand même, on se heurte à plein de tactiques qu'on connaît de plus en plus, des lobbies pour essayer de freiner, d'avoir le moins de réglementation possible ou qu'elles ne soient pas trop mises en œuvre, parce que ça leur fait des contraintes, et les contraintes, c'est quand même pas très bienvenu. Bon, moi, vous l'avez compris, j'oppose intérêt général et intérêt privé. Donc les lobbies des entreprises qui défendent des intérêts privés, il y a zéro problème, on ne leur demande pas d'être des philanthropes. Simplement, on estime qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir, et cette ligne rouge, elle s'appelle intérêt général. Quand c'est au détriment des droits fondamentaux des gens, quand c'est au détriment de la santé publique, quand c'est au détriment de la protection de notre climat et de la biodiversité dont on dépend tous, c'est non. Et donc il faut mettre des règles. Il faut mettre des règles, et il faut aussi envoyer un signal très fort qu'on observe, qu'on ne va pas laisser faire, qu'on va continuer à dénoncer et qu'on va tenir tête. Et encore une fois, ensemble, je pense qu'on peut le faire. Et d'ailleurs, oui, on a quelques cas concrets de choses qui ont changé. On a aussi, je ne vous cache pas, quand j'ai des échanges avec les responsables industriels, des échos du fait qu'ils respectent. Ils respectent qui on est, ils respectent ce qu'on fait et ils respectent ce qu'on demande parce que nos actions sont toujours basées sur des faits, des informations vérifiables. Et encore une fois, ce qu'on demande, ce n'est pas la lune, c'est simplement que les droits fondamentaux et un minimum de transparence soient respectés. Et ça, c'est quand même juste normal. Donc on est légitime dans nos combats et c'est pour ça que je vous invite à nous rejoindre. Y compris, on n'a pas parlé de l'échelle internationale, mais on est aussi, alors oui, on est un peu débordé, mais c'est pas grave, mais plus sérieusement, on est aussi du coup sur le sujet des accords de commerce. L'accord de commerce CETA avec le Canada, le Mercosur avec les pays d'Amérique latine, parce que derrière ces accords de commerce se cachent aussi beaucoup de mesures qui nous empêcheraient en tant que citoyens et qui empêcheraient les responsables politiques démocratiquement élus de prendre des décisions comme interdire le glyphosate pour protéger notre santé, parce que les partenaires commerciaux peuvent nous attaquer en fait quand on signe ces accords qui sont de droit international. Donc il faut pas avoir, faut pas être hors sol et il faut pas avoir non plus trop d'angle mort. Donc pas être hors sol, ne pas parler que de politique générale sans être ancré dans le territoire. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et que je suis venu avec plaisir vous rencontrer ici. Et en même temps, ne pas avoir d'angle mort, que si on prend des initiatives locales, mais qu'on ne voit pas le grand cadre et les menaces, parce qu'on nous impose un traité international avec le Mercosur, ou parce qu'au contraire, il y a une réglementation qui est trop faible pour nous protéger, alors les initiatives locales, elles vont aussi se heurter finalement à des obstacles qu'on n'avait pas vus. Donc là encore, c'est tous ensemble. Voilà, ça c'est pour vous montrer qu'on est un petit peu dans les médias. Alors pourquoi? C'est pas une finalité en soi, mais David contre Goliath utilise ça, c'est-à-dire que ce qui fait bouger, ce qui fait réagir l'industrie agroalimentaire et dans beaucoup de cas les responsables politiques, c'est quand on arrive à faire du bruit quand même sur un sujet et que justement on n'est plus dans l'opacité, mais qu'on arrive à le dénoncer et à le mettre au grand jour. Et pour ça, le relais des médias est essentiel. Voilà, et on essaie de continuer sur cette voie. Merci à tous. Merci à vous. Oh. Bravo, bravo, bravo. Alors, Quentin, qui est l'homme orchestre, va vous passer le micro. Mais comme la première question est toujours la plus difficile à poser, c'est moi qui vais la poser.
bien entendu. Alors, je suis tombé de haut, mais vraiment de haut, quand j'ai acheté mon canard enchaîné favori il y a 3 semaines. L'article s'appelle « La croustillante face cachée du pain ». Et les boulangers adorent abuser des additifs, moins de qualité mais plus de fourneaux. L'article que je peux vous fournir explique que tout simplement les boulangers n'y sont pour rien, ce sont les meuniers, parce qu'il n'y a pas tant que ça de meuniers en France, et que pour que ça aille plus vite et qu'on puisse faire plus de fournées, eh bien, on rajoute du gluten, encore du gluten et encore du gluten, ce qui fait que eh bien, le pain n'est plus le pain d'avant. Et alors j'en ai parlé à mon boulanger, enfin à un boulanger que je connais, et il m'a dit mais c'est tout à fait vrai, et moi je me garde bien de m'approvisionner chez les grands meuniers. Alors on tombe de haut parce que la baguette est classée au patrimoine mondial de l'humanité ou de l'UNESCO, je ne sais plus. Est-ce qu'il faut se méfier de tout ? Alors vraiment, c'est pas le sentiment que je veux partager ce soir. C'est au contraire un sentiment d'action et du fait qu'on peut changer les choses. Moi, j'ai travaillé dans l'humanitaire, donc j'ai beaucoup travaillé en Afrique avec Action contre la faim. Et du coup, quand je suis partie travailler notamment en Afrique et au Sri Lanka, je me disais, bon, en France et en Europe, on a tout ce qu'il faut, quoi. On a quand même des droits, on a une situation économique, donc tout le monde doit pouvoir manger, justement avoir accès à une alimentation saine. Ça ne devrait pas être un problème. Aujourd'hui, je me retrouve à la tête d'une association en France, quoi, pour se battre pour une alimentation saine, parce qu'on se rend compte qu'elle ne coule pas de source. Donc, c'est pas qu'il faut se méfier de tout, c'est qu'il faut être alerte. Il faut être lucide et conscient sur le fait qu'une partie de notre alimentation, et notamment ce qui est par le circuit de l'alimentation ultra transformée et des grands distributeurs, présente plusieurs problèmes et plusieurs risques. Le premier, c'est la course au prix. La course au prix bas, avec la guéguerre entre les distributeurs, ça fait aussi qu'à un moment donné, plus personne n'est capable ou n'a envie n'est prêt à acheter des produits au prix normal. Donc après, quand on se retrouve avec un miel qui n'est que du sucre, au prix où certains miels sont vendus en supermarché, j'ai envie de vous dire, ouais, à quoi on pouvait s'attendre en fait. Donc il y a ce problème, et il y a le problème aussi de la course au profit, du coup, d'un certain nombre d'opérateurs dans l'industrie agroalimentaire. Moi, les plus honnêtes me l'ont dit, hein, quand on parlait je me revois très bien dans une conférence sur le Nutri-Score, il y a un responsable d'une des entreprises qui m'a dit « Oui, on est allé trop loin. Pendant des années, sur les dernières décennies, progressivement, on a enlevé des éléments nutritifs essentiels et on les a progressivement remplacés par du sucre ajouté. Sucre que l'on retrouve sous 20 dénominations différentes, y compris dans des légumes verts. Donc, ils le savent, il y a trop de transformation et il y a eu une course vers trop de profit au détriment de la qualité des produits. Heureusement, on est en train de revenir un petit peu en arrière grâce au Nutri-Score et grâce à ce genre d'éléments. Merci à vous. Allez, c'est le moment de lever la main. Alors, je vais vous demander de vous présenter, mais lui, il n'y a pas besoin de le présenter, il s'appelle Michel Ville. Michel. Merci. Une petite question. L'agriculture, non, l'alimentation, c'est l'agriculture. L'agriculture, c'est la production, et la production, il faut des semences. Est-ce que vous avez une action au niveau national ou international au sujet de tout ce que nous font les grandes entreprises internationales au niveau de toutes les recherches sur le vivant, sur les semences, et qui sont en train de traficoter tout cela. Enfin, vous devez connaître le problème plus que moi, et ça m'inquiète beaucoup, qu'on laisse le pouvoir à ces multinationales qui trafiquent les semences, pour être simple. Alors, continuez à lever la main pendant que Catherine Jacquemart répond à Michel Ville. Allez-y. Oui, alors Foodwatch, on n'a pas travaillé spécifiquement sur les semences, mais vous avez raison, il y a un problème plus large qui est la capture par les entreprises du vivant et de toutes les étapes de la chaîne de l'alimentation. Voilà. Donc on avait fait un travail par le passé sur la spéculation sur les denrées alimentaires, par exemple. Tout le problème de la spéculation et du rôle des banques là-dedans. Donc sur les semences, vous trouverez rien en particulier sur le site de Foodwatch, mais évidemment je m'y suis intéressé beaucoup plus à titre personnel, et ça fait partie de cette chaîne qu'on devrait protéger. Là encore, il s'agit de quel est le rôle des autorités publiques versus le rôle qu'on veut bien laisser et l'espace trop grand qu'on laisse aux entreprises sur l'ensemble de la production de la chaîne des produits alimentaires. Et la raison pour laquelle je trouve que c'est essentiel, c'est parce que, évidemment, l'alimentation et l'accès à l'eau, c'est vital. Donc quand des entreprises
pèsent aussi fort que certaines multinationales de l'agroalimentaire pèsent, et qu'elles ont effectivement la mainmise sur des éléments aussi importants que la production des produits alimentaires qu'on mange, ou, comme vous le mentionnez, sur les semences, il y a un vrai problème démocratique aussi. De dire, mais c'est une façon de contrôler les populations. Donc on œuvre aussi pour qu'il y ait plus de transparence et plus de démocratie dans la façon dont les décisions sont prises en Europe sur ce qu'on veut bien manger ou non. Et qu'on garde cette marge de manœuvre, que ça ne nous soit pas imposé. La parole est à celui qui a le micro. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Gomez, je suis apiculteur à Pleurtuis. Ma question est d'ordre financier. Il y a 2 ans, j'ai vu une étude qui m'avait l'air relativement robuste sur un panier de consommation de 100 € dans un supermarché. 6,48 € revenaient aux producteurs. En opposition de ce constat, un certain nombre de personnes nous disent que de se nourrir correctement, c'est trop cher pour une classe moyenne, voire une classe défavorisée, pour des mères seules avec des enfants, etc. etc. Est-ce que vous avez des éléments de réponse à cette question-là? Est-ce que de se nourrir bien en payant uniquement les producteurs et très peu de distribution ou d'intermédiaires, ce n'est pas aussi accessible que de se nourrir en supermarché? Oui, merci de cette question. Vous touchez du doigt quelque chose qui est absolument essentiel. D'une part, les distributeurs, ils sont regroupés, comme on le sait, avec des centrales d'achat, et donc ils ont un poids qui est phénoménal. Et nous, on dénonce régulièrement déjà l'impunité de ces acteurs-là. Par exemple, dans l'affaire Lactalis, dont vous vous rappelez tous probablement qu'on avait suivi de très près avec les laits pour enfants contaminés à la salmonelle, on avait porté plainte. Et on avait porté plainte pas que contre Lactalis, on avait mentionné le rôle des distributeurs qui n'avaient pas fait les rappels correctement. Et dans le scandale de la viande de cheval, pareil. Donc à chaque fois, on pointe du doigt la responsabilité des distributeurs qui ont aussi un rôle, on le sait, très fort sur les négociations et l'écrasement, hein, pour appeler un chat, souvent de petits producteurs en imposant des prix très bas. Donc oui, évidemment, par rapport à ce système-là, une des alternatives, et en tout cas on voit là qu'il y a un élan des gens à aller plus directement vers leurs producteurs, qui du coup, des petits producteurs locaux, en tout cas, ou même des plus grands producteurs, mais en tout cas au niveau local, avec moins d'intermédiaires, ça permet a priori que les producteurs aient un meilleur revenu. Maintenant, après, il y a une vraie question du prix, quoi. Donc c'est nous, ce à quoi on réfléchit, mais on n'a pas du tout de réponse toute faite, donc je le dis avec beaucoup d'humilité. C'est ce qu'on sait quand même aujourd'hui, quand on regarde les questions de justice sociale et environnementale, de la nécessité de protéger aussi mieux le climat, l'environnement, au même titre que la santé et les droits fondamentaux des gens, c'est que aujourd'hui, l'alimentation, et particulièrement quand elle est à prix dumping en supermarché, elle n'est pas vendue à son prix. C'est-à-dire que le coût environnemental, par exemple, d'une viande qui a été nourrie avec du soja du Brésil, elle ne reflète absolument pas son vrai prix si on regardait le vrai prix et de production pour bien rémunérer les producteurs et le coût social et environnemental, pour ne pas mentionner la question aussi de protection animale, qui devrait refléter. Donc, en vérité, les prix pour des produits de qualité devraient être plus élevés. Si je dis ça, on a un vrai problème, parce que ça veut dire, oui, mais alors, on a déjà un problème d'accès pour les populations les plus précaires. Eh bien ça doit être une réponse politique. En fait, les produits alimentaires devraient être à leur prix normal, de façon à ce que les produits les plus vertueux ne soient pas pénalisés, si vous voulez, par rapport à des produits qui sont moins bons. Et en même temps, il doit y avoir des politiques sociales qui font que tout le monde devrait pouvoir accéder à une alimentation saine et de qualité. Ça s'appelle le droit à l'alimentation, c'est un droit fondamental, et donc ça devrait être mis en œuvre. C'est pas simple, et aujourd'hui on en est loin. Une dernière question peut-être? Ah, il y en a 2. 3. Donc on prend ces 3 questions-là, et après on va passer au sujet suivant. Allez-y madame. Responsable du jardin potager. Donc on cultive des légumes pour les gens qui en bio et en permaculture. Juste, excusez-moi de vous interrompre, madame. Oui. Quand vous parlez, il faut enlever votre masque parce qu'on a du mal à comprendre votre question. D'accord. Vous avez compris ou faut que je répète? Oui, c'est bon. Donc en fait, c'était pas une question, c'était dire que justement, il y avait des démarches différentes pour faire autrement. Donc on produit des choses que les gens ne pourraient pas s'offrir.
Et voilà, c'était tout. Donc on est une vingtaine de bénévoles et ça a l'air fier. Bravo. Il faut aussi ce genre d'initiative. Bravo à vous. Oui, merci Françoise Gattier. Je voulais insister sur un aspect qui me semble fondamental pour essayer de faire évoluer un petit peu les mentalités, c'est la nécessité de faire de l'éducation et de la pédagogie sur le lien entre manger et puis la santé et l'environnement, bien sûr, mais lien très, très fort, comme vous l'avez montré, entre la santé et l'alimentation. Alors, le président, M. Churet, mais c'est le PAT, on est en train de commencer. Donc, apparemment, je vais avoir la dernière question, donc Denis Rio. Ma question est assez... c'est aussi une réflexion, certes. On dit que l'alimentation est bourrée de saloperies que l'industrie nous met, qui ne sont pas bons pour la santé, tant pis pour les gros mots, mais on voit bien l'idée. Finalement, si la santé des gens ne va pas si bien que cela, quelque part à cause des intrants qui sont mis dans l'industrie, peut-être aussi mangeons-nous trop de produits industriels. Reprenons peut-être aussi la main sur cuisiner. Reprenons aussi peut-être l'éducation à cuisiner à la maison des produits simplement cultivés localement. L'industrie n'est certainement, le plat cuisiné acheté au supermarché du coin, est certainement pas la référence alimentaire qu'il faut retenir. Peut-être, certes c'est un rôle que je connais bien, éduquer à cuisiner, mais éduquer à cuisiner tout au long de la vie, que ce soit les jeunes à l'école peut-être plutôt maternelle, primaire, des choses simples, réapprendre à casser des œufs, à mélanger de la farine, un peu plus loin, réapprendre à cuire un épinard, cuire une pomme de terre, et plutôt que d'acheter des choses parfaites en boîte avec un bel emballage qu'on va recycler bien entendu, mais qui n'est pas forcément composé de belles choses. Oui, merci pour ces propositions, d'ailleurs qui ne sont pas des questions, qui sont des propositions. Et vous avez raison, enfin, dans le sens où, bien sûr que l'éducation est extrêmement importante, et là j'ai envie de revenir au niveau local. C'est super, toutes les initiatives qu'il y a, pour le coup, au niveau des territoires, des enfants, des familles, là ça se passe, c'est pas hors sol, ça se passe vraiment, et il faut que ce soit justement fait par des organisations, des associations, des collectivités qui ont cet ancrage territorial. Et pareil, sur le fait de cuisiner. Oui, je vous le disais tout à l'heure, il y a 338 additifs autorisés aujourd'hui par la réglementation européenne dans les produits alimentaires. Les toxicologues, ils nous disent quoi? Ils nous disent, attention, on les évalue un par un. Alors déjà, parfois c'est questionnable, mais ensemble, personne n'est capable d'évaluer les interactions de ces additifs entre eux. Vous voyez le nombre de combinaisons que ça peut faire. Il y a certaines pizzas dans lesquelles vous trouvez 30 additifs. Oui, avoir des produits trop transformés et avec trop d'additifs, vous multipliez les risques. Maintenant, tout le monde aujourd'hui, même s'il faut avancer vers ça et que les initiatives, là encore, doivent s'entremêler et se croiser pour changer un peu les choses de façon importante. Mais aujourd'hui, la grande majorité de la population en France continue à aller chercher ces produits alimentaires en supermarché. Donc ce pourquoi on se bat, en complément avec vous qui faites ces actions aussi locales et d'éducation, ce pourquoi on se bat, c'est de dire, ok, le système là, où quand même il y a les grands puissants avec les grosses multinationales de l'industrie agroalimentaire, les distributeurs qui se partagent le gâteau et qui du coup ont une influence incommensurable sur ce qui est vendu ou pas et le marketing qu'il y a autour, il faut quand même qu'eux, on leur torde un petit peu le bras aussi, quand c'est nécessaire, pour revenir en arrière, arrêter les dérives, dénoncer les pratiques abusives et faire en sorte que même pour les gens qui vont acheter leurs produits dans les supermarchés, ils n'aient pas à se poser la question, ils ne soient pas aussi exposés à des produits de piètre qualité ou qui même mettent en danger leur santé. Ces effets cocktails, les toxicologues, vraiment, ils alertent, quoi. Donc, faut les entendre. Si vous mangez effectivement des produits transformés avec des additifs toute la journée, la question n'est pas tellement la dose du résidu de pesticides que vous allez trouver dans un aliment, par exemple. Mais si vous mangez toute la journée des aliments avec des résidus de pesticides, l'effet cumulatif de ça fait que l'effet cocktail dans votre corps, a priori, il n'est pas très bon. Donc, à nous aussi de faire en sorte que la réglementation soit plus stricte et que les pratiques abusives, on leur mette un haut là, quoi. Et donc, tout ça doit faire avancer le système pour le mieux à plein d'échelles différentes. En tout
cas, c'est la proposition qu'on fait. Merci. On a tenu en une demi-heure, parce qu'on aurait dû faire en 25 minutes, donc ça va. Hein. Alors maintenant, je vais...